Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, mes chers collègues, c'est avec un grand plaisir que je réponds à l'aimable invitation de mon ami le docteur Mauricio Garbuglio en cette belle ville de Naples pour votre magnifique congrès. Il m'a demandé de vous parler d'un sujet difficile qui est la biomécanique osseuse crânio-faciale. La biomécanique osseuse crânio-faciale est une question un petit peu complexe qui va nous amener à faire quelques rappels d'embryologie. Nous commencerons donc par la construction du massif facial pour vous dire que sur le plan embryologique, la face va être tout entière construite en termes de base du crâne. Comme le disait très bien notre maître de l'air, la base du crâne est en fait le tuteur, la base du crâne est en fait le tuteur de la croissance et de la construction du massif facial. Ce qui est amusant, c'est que si on regarde la base du crâne chez un tout petit enfant, on s'aperçoit bien que la base du crâne est formée en fait de 3 os, que sont l'occipital, le sphénoïde et l'ethmoïde. Ce qui est très amusant, c'est que c'est à partir de ces 3 os que va se construire la croissance nasofrontale et que vont se développer latéralement des expansions qu'on appellera squameuses, qui seront les écailles du temporal, les écailles du frontal, les écailles de l'occipital. Il y a une notion aussi tout à fait amusante, c'est qu'à partir des apophyses ptérygoïdes qui vont se développer ici, va se créer le maxillaire, il va se créer une croissance maxillo-nasale et qu'en plus on peut rajouter ici, par la présence ici qui va venir se placer là, de la mandibule, eh bien effectivement la création d'un os de croissance mandibulaire. On peut même considérer qu'il existe un rapport entre l'angle de croissance mandibulaire et l'angle de croissance de la base du crâne. Il est amusant de constater, quand on regarde la base du crâne chez un nourrisson, que bien évidemment la base du crâne d'un nourrisson va être construite sur un angle antéro-postérieur à partir, on l'a vu, de cette construction ethmoïdale. L'ethmoïde va se fixer sur le sphénoïde dont on voit ici la construction de la selle turcique, qui va être axée en arrière sur le occipital, ouvert sur le trou occipital, ainsi dessiné. Ce qui est intéressant, c'est que si on représente ici le sphénoïde, on s'aperçoit que de part et d'autre du sphénoïde vont se développer des structures que l'on appellera les structures de la base du crâne. Par exemple, on pourra mettre en place ici une structure qu'on appellera la capsule nasale. La capsule nasale va se mettre de chaque côté de l'ethmoïde, former les lames criblées de l'ethmoïde, va être renforcée en arrière par la capsule otique, en arrière par une structure qu'on appellera l'aile temporale, renforcée encore par une structure qu'on appellera la capsule otique. Et on voit se construire la base du crâne en termes de structures comme ça, rondes, qui sont, on va le voir, des structures d'amortissement et de protection du massif crânien. Je vous le dis, la base du crâne, c'est la base même de toute la croissance, c'est la base même de toute la croissance crânio-faciale. La base du crâne, c'est vraiment l'origine même de la protection du système nerveux central. La base du crâne, c'est la protection du système nerveux central, c'est-à-dire quand on imagine une base de crâne centrée sur la selle turcique, comme ceci, eh bien on s'aperçoit très vite que la base de crâne est en fait une structure qui est très protectrice. On dirait que c'est un habitacle indéformable, incompressible. C'est-à-dire le but est de protéger le cerveau. La structure noble, c'est le système nerveux central. C'est celle-là qu'il faut protéger. Quand on imagine la base du crâne, on s'aperçoit qu'elle est construite en termes de structure d'amortissement. On peut mettre ici les structures d'amortissement basées sur le nez, avec l'ethmoïde. On peut mettre de part et d'autre les structures d'amortissement qui sont optiques. On peut mettre ici les structures d'amortissement qui seront sphénoïdales. Et en arrière, les structures d'amortissement qui seront occipitales de part et d'autre du trou occipital. Ce qui est amusant, c'est de se rendre compte qu'au travers de cet axe antéro-postérieur vont s'ajouter des poutres transversales que seront par exemple la poutre pétrosphénoïdale ou la poutre frontosphénoïdale, qui sont des poutres extrêmement solides et qui vont donner une bonne rigidité au système. Il est amusant de constater qu'ainsi le crâne est une structure totalement indéformable avec de temps en temps, de ci, de là, des structures d'amortissement. Et en fait, on va se rendre compte que le massif malaire, facial, viendra là s'ajouter pour faire lui-même une autre structure d'amortissement, zygomatico-malaire, qui protégera ainsi le cerveau. En fait, quand on essaye de raisonner sur le massif facial, on ne peut pas s'empêcher de raisonner en termes de croissance. En termes de croissance, c'est-à-dire en termes de construction du massif facial chez l'enfant. Pour vous dire 2 choses importantes, la croissance viscérale et la croissance neuromatricielle. La croissance viscérale, c'est l'idée que le massif facial va se construire comme ceci, de façon assez particulière au niveau facial,
par l'idée même que la croissance faciale initiale va se faire au niveau frontal. La croissance faciale initiale va se faire au niveau frontal. En fait, elle se fera au travers du nez, au travers de la cloison nasale, vers le bas et au travers du front vers le haut. C'est ça qu'on appelle la croissance du neurocrâne. Chez l'enfant, il y a une poussée de croissance formidable entre 3 et 5 ans du neurocrâne. Et quand on regarde le crâne d'un enfant, on s'aperçoit vraiment qu'il existe une croissance neurocrânienne importante. Et quand on schématise chez un enfant une mandibule très ouverte, comme ceci, eh bien on s'aperçoit que, en fait, cette croissance orbitofrontale qui fait le visage d'un enfant avec de grands yeux et un grand front est en grande partie liée à la croissance cérébrale. Aujourd'hui, beaucoup d'anatomistes considèrent que ce n'est pas tant la croissance cérébrale que surtout la croissance par la pression de LCR et par les fractions des muscles de la nuque. En fait, aujourd'hui, on pense que c'est plutôt le LCR, la poussée de LCR qui fait la croissance du neurocrâne et surtout la traction des muscles de la nuque sur le système durmérien de la faux du cerveau et de la faux du cervelet. En fait, le crâne se verticalise, la face se verticalise parce que le sujet se verticalise. Plus vous vous musclez pour vous redresser, plus votre visage s'allonge et votre croissance faciale. Il y a une croissance dont on parle beaucoup aussi, qui est la croissance viscérale. La croissance viscérale est celle du globe oculaire à l'intérieur de la cavité orbitaire. Et c'est celle, bien sûr, du passage dans les fosses nasales. Et c'est celle, bien sûr, de la langue dans la cavité buccale. Il est bien certain que le passage de l'air, l'œil dans son orbite, crée l'orbite. En fait, l'orbite est une structure qui est créée autour de l'œil. Une micro-ophtalmie s'accompagnera automatiquement d'une micro-orbitie. Et bien évidemment, le passage du liquide amniotique dans les fosses nasales développera celle-ci. Et la langue, et surtout le massif lingual, très important, et la langue, et son massif viendra, la langue est un véritable conformateur buccal. Vous voyez qu'il y a là une croissance viscérale de l'œil, des fosses nasales, de la cavité buccale. Il ne faut pas oublier la croissance neuromatricielle. La croissance neuromatricielle, c'est la croissance liée au nerf trijumeau. On dit que le nerf trijumeau, c'est l'architecte de la face. Le nerf trijumeau part du ganglion de Gasser. Le ganglion de Gasser va donner ses trois branches, le 5-1, le 5-2 et le 5-3. Ce qui est intéressant de constater, c'est que le 5-1, le 5-2 et le 5-3 sont sur une même ligne verticale. Il est intéressant de constater que la croissance faciale fera avancer de façon cohérente cette ligne verticale vers l'avant, avec une croissance faciale qui sera surtout en bas et en avant. Il est bien certain que si vous regardez bien, vous verrez que les viscères, l'œil, est compris dans la pince 5-1, 5-2, que les fosses nasales sont compris dans la pince 5-2, 5-3, et la cavité buccale aussi. En fait, il y a une coordination entre la croissance neuromatricielle et la croissance faciale. Bien évidemment, on ne peut pas avancer dans cette biomécanique sans parler des piliers de la face. On va parler des piliers de la face supérieure, c'est-à-dire des piliers maxillaires. Pour vous dire un mot sur la construction du massif facial sur le plan maxillaire. Ce qui est intéressant de constater ici, c'est que si vous représentez le massif facial en construction maxillaire, eh bien vous allez vous apercevoir très vite que la face est construite de façon assez particulière, de la manière suivante. En fait, quand on imagine les dents, on peut imaginer très bien les dents importantes. Une des dents les plus importantes sera la dent numéro 3. C'est la canine, celle qui a la racine la plus longue. C'est la canine qui va nous importer. La canine va être l'origine d'un pilier canin, très important à connaître. Le pilier canin sera le pilier fondamental de l'occlusion dentaire, mais aussi de la résistance crânienne. Il va passer le long de la fosse nasale, entre les yeux et le nez, et va se continuer au niveau du front. Ce qui est intéressant, c'est de s'apercevoir que ces piliers maxillaires vont exister effectivement tout au long de la croissance faciale, tout au long du système facial. Et lorsque, par exemple, je schématise ici une articulation temporomandibulaire, et bien que je représente le pilier 3 va suivre comme ça l'extérieur de la table externe pour se terminer à l'ATM. Si on regarde le deuxième pilier, c'est le pilier qui sera en 6. Le pilier en 6 va monter lui latéralement par rapport à la cavité orbitaire pour se continuer au niveau du crâne. Le voilà, le pilier 3, le pilier 6. À l'extérieur, va monter le long de la zone d'insertion du muscle temporal.
pour terminer lui aussi à l'ATM. Et le troisième pilier sera le pilier le plus postérieur, là-bas, celui qui va passer directement comme ceci, le voilà, c'est le pilier postérieur, c'est le pilier de la fin de la croissance faciale chez le jeune, c'est le pilier de la dent de sagesse, c'est le pilier postérieur. Ce qui est intéressant, c'est que ces trois piliers se terminent sur l'ATM. C'est-à-dire que la transmission verticale des forces d'occlusion dentaire, telle qu'on peut la schématiser ici, par exemple, avec ici les massifs dentaires, pour représenter en face une mandibule, la synthèse des formes d'occlusion dentaire se fera au niveau des 6. Si vous serrez très fort les dents, vous allez avoir une transmission des forces verticales d'occlusion dentaire qui vont se faire par les piliers. Le pilier 3, le pilier 6 et le pilier 8. En fait, on s'aperçoit que le maxillaire est un os qui est là pour transférer les forces verticales d'occlusion dentaire, de pression dentaire, au niveau frontal. Et qu'en fait, l'idée, c'est de transférer les forces verticales au crâne. On pourrait considérer le maxillaire comme une sorte de table. La table palatine, ce qu'on pourrait représenter comme ceci. Aurait comme ceci des piliers, des pieds de table, qui seraient les piliers 3, les piliers 6 et les piliers 8. On pourrait considérer que c'est une table à 6 pieds, qui vient prendre appui sur le front et qui transmet les forces. Il est bien certain que cette construction maxillaire est liée au fait que le massif facial est un massif qui est extrêmement dense, qui est extrêmement élastique, qui est extrêmement surtout plastique. Et en fait, la nature a construit le massif facial de façon à le construire totalement allégé. Cette structure d'allègement du massif facial, c'est la base même du système. À partir du grenier des cellules ethmoïdales, ici passé, va se développer le sinus frontal, puis par la cellule ethmoïdale inférieure, le sinus maxillaire, auquel il faudra ajouter la cavité orbitaire, auquel il faudra ajouter la fosse nasale, et en bas la cavité buccale. Et vous vous rendez compte que le massif facial est tout entier allégé de structures pneumatiques. Votre visage est plein de cavités aériennes qui sont en fait des cavités d'allègement. En fait, on pourrait raisonner en disant que l'os entre les piliers n'a pas de valeur, c'est un os papyracé, coquille d'œuf, extrêmement fragile. Le plancher de l'orbite est tellement fragile que, bien évidemment, si vous prenez un choc sur le globe oculaire est plus solide que le plancher d'orbite, il va provoquer un enfoncement du plancher d'orbite avec une trappe d'or, une fracture en trappe qui va incarcérer le muscle droit inférieur avec une diplopie. Donc, souvenez-vous que la seule chose qui tient dans un visage, c'est les piliers. Et lorsqu'un chirurgien réparera une fracture, il faudra qu'il mette une plaque vissée sur les piliers, et seulement sur les piliers, car il ne sera pas nécessaire de réparer le reste de l'os. Bien évidemment, quand on continue dans cette architectonie du massif facial, on ne peut pas parler du massif facial inférieur, c'est-à-dire celui de la mandibule. Cette notion de mandibule est très importante. La mandibule, vous savez tous ce que c'est, cet os impair, médian, symétrique, qui est formé en fait de deux parties, une partie horizontale qui sera bien sûr le corps et une partie verticale qui sera le ramus, qui, vous le savez parfaitement, va être traversé par le nerf 5-3, le nerf dentaire inférieur, qui va pénétrer au niveau de ce qu'on appelle la lingula pour cheminer au travers de la mandibule et sortir ici au niveau du foramen mentonier. La mandibule, il y a deux points de vue d'anatomie fonctionnelle, il y a deux points de vue de biomécanique mandibulaire, il y a deux points de vue, un point de vue ancien et un point de vue récent. Le point de vue ancien, c'est ce qu'on appelle les poutres corticales, c'est-à-dire dans les anciens cours, on décrivait au niveau de la mandibule la transmission des forces verticales au niveau dentaire, puis horizontalisée avec des poutres comme ceci, des poutres qu'on appelait des poutres alvéolaires ou des poutres basilaires, renforcées par des poutres goniales, voire des poutres couronnées. On avait vu là, dans l'épaissement cortical, la capacité de la mandibule de résister aux pressions occlusales, avec des zones de fragilité particulières. La mandibule pouvait casser très facilement en symphysaire, elle cassait très facilement au niveau du trou mentonnier, elle cassait très facilement au niveau de la dent de sagesse incluse et au niveau du col. Ce qui m'intéresse là, c'est de vous parler de la vision moderne. La vision moderne, c'est de considérer la mandibule comme une structure micro-alvéolaire, à parois travaillantes. C'est-à-dire une structure qui soit à la fois faite de micro-alvéoles qu'on connaît dans le spongieux. Vous connaissez tous la mandibule avec ses micro-alvéoles. Et si je vous coupe une mandibule ici et que je la continue, vous allez voir qu'il y a une grosse corticale très épaisse ici. Voilà. Et cette grosse corticale très épaisse est remplie à l'intérieur de micro-alvéoles de spongieux. Ces micro-alvéoles de spongieux font la structure même de la mandibule. Ce qui est intéressant,
c'est de constater que la mandibule est une paroi travaillante. C'est-à-dire qu'on pourrait raisonner pour la mandibule comme une aile d'avion. On pourrait raisonner pour la mandibule comme pour une aile d'avion. Une aile d'Airbus, au bout de l'aile, vous avez une amplitude de 5 mètres. Quand vous décollez, l'avion prend appui et l'aile se soulève. Vous imaginez bien qu'il existe là, quand l'avion se décolle, une mise en compression ici très forte des éléments, avec une mise en distraction dessous de l'aile. Le dessus de l'aile travaille. On pense que la mandibule travaille, la paroi de la mandibule travaille. Le pire endroit étant la symphyse, où la mandibule travaille en torsion. En fait, on pourrait raisonner en disant que la mandibule est un os essentiellement musculaire, et que sur une mandibule, par exemple, vous pouvez mettre en évidence des zones de compression. Si vous imaginez les forces occlusales ici, vous allez vous rendre compte qu'ici, il y a des forces de distraction. Ces forces de distraction sont des forces qui vont distendre la mandibule, et il y aura des forces de compression au niveau basilaire. Ceci est renforcé par la force extraordinaire des muscles qui s'insèrent, le muscle temporal, la sangle ptérygomacétérine, et surtout les muscles du menton, le mylohyoïdien bien sûr, et n'oublions pas le génio-hyoïdien. Tout ça pour vous dire que la mandibule est un os essentiellement musculaire, et que cet os musculaire va permettre au patient qui perd ses dents, et qui va donc perdre l'os qui est au-dessus du nerf dentaire, va disparaître, c'est ce qu'on appellera l'os alvéolaire ou parodontal. L'os alvéolaire va disparaître et l'os basilaire, lui, va rester. Ce qui fait qu'une femme âgée qui a plus de dents depuis 40 ans aura toujours une baguette mandibulaire résiduelle. Et c'est cette baguette mandibulaire qui résiste par ses insertions musculaires. Alors qu'au niveau maxillaire, le vieillissement et la perte des dents fera disparaître complètement l'os maxillaire. À croire qu'il n'y a pas d'os basilaire maxillaire, il n'y a qu'un os alvéolaire maxillaire. Comment conclure cet exposé? Eh bien, ce qu'il faut, c'est arriver à comprendre que le visage est construit en termes de résistance verticale et très peu en résistance horizontale. En fait, on pourrait imaginer que la mandibule, qui est un os comme ceci, qui est fait de micro-alvéoles et d'insertions musculaires, on l'a vu, va transmettre sa force de mastication à un système palatin qui, lui, va recevoir les forces palatines, va recevoir des forces d'occlusion très puissantes, et il va transmettre ces forces, lui, par une structure que l'on appellera une structure macro-alvéolaire. Effectivement, si on veut bien y penser, regardez, si ici je vous place là le sinus maxillaire. En avant du sinus maxillaire, je peux vous mettre là la fosse nasale. Au-dessus de la fosse nasale, je peux mettre une grosse alvéole qui est la cavité orbitaire. Et au-dessus de la cavité orbitaire, un sinus frontal. Tout ça pour vous dire que ce qui va se retrouver en haut de tout ça, c'est bien sûr le frontal, le bandeau frontal. Le bandeau frontal, c'est le front. En fait, on pourrait dire que chaque fois que vous mastiquez, chaque fois que vous serrez les dents très fort, vous transmettez les forces directement sur le front, par des piliers qui sont par exemple le pilier de la 3 qui passera ici, qui ira au front, le pilier de la 6 qui ira ici, qui ira directement au front. En fait, ce sont des piliers très importants. En fait, ce qu'on pourrait dire, c'est que si vous perdez les dents maxillaires, vous allez perdre quasiment tout l'os maxillaire, vous aurez juste le sinus avec une paroi papyracée, coquille d'œuf. En fait, ce qui est amusant, c'est de se dire que l'os basilaire maxillaire n'existe pas. Mais en fait, qu'est-ce qui s'oppose à la mandibule au travers du maxillaire? Eh bien, l'os basilaire du maxillaire, en fait, c'est le bandeau frontal. En fait, quand on mastique entre le front et sa mandibule. C'est d'ailleurs l'explication pour laquelle, chez certains grands masticateurs, comme par exemple les gorilles, vous avez un torus orbitaire terrible avec un rebord sourcilier très important, tellement les forces de mastication sont fortes et violentes et transmises directement au front. Souvenez-vous, en fait, en conclusion, le massif facial est un massif qui est tout entier construit en termes de résistance verticale et très peu en termes de résistance horizontale. Ce qui est intéressant dans le massif facial, c'est cette notion que la face est tout entière construite en résistance verticale. Et donc très faible en contrainte horizontalité. C'est pour ça qu'un uppercut dans un boxeur ne provoquera pas de fracture, alors qu'un traumatisme arrivant horizontal vous cassera. Bien sûr que les pare-chocs frontaux sont importants,
Bien sûr que le pare-choc frontal est un pare-choc important, que le pare-choc nasal est important, le pare-choc maxillaire, le pare-choc mentonnier, le pare-choc de la pommette est important, le pare-choc des rebords sourciliers. Tous ces pare-chocs sont des impacts. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que la face peut être considérée comme une structure fragile horizontalement, mais en fait fragile en termes d'amortissement. C'est comme votre voiture. Votre habitacle est indéformable pour protéger votre cerveau, et vos ailes en avant sont en fait des structures d'amortissement des chocs. C'est-à-dire que l'aile s'enfonce sans déformer l'habitacle. Votre visage est construit de la même façon. Votre nez et votre ethmoïde vont s'enfoncer pour protéger le cerveau. Votre pommette va s'enfoncer, votre maxillaire, votre mandibule. Mais en fait, le cerveau restera toujours dans son habitacle indéformable, protégé par la base du crâne et la voûte crânienne. Je vous remercie.